Je vais vous dire comment faire un excellent, j'ai envie de dire prank. Vous envoyez des mails à une trentaine de personnes Oui, en leur faisant croire que vous allez vous présenter à la présidentielle. Vous êtes sûr que sur une trentaine de personnes, il y a au moins 2 traîtres. Donc 2 qui vont les envoyer à des journalistes. Le seul président que j'aimerais être, voilà, ce serait un jour président du Paris Saint-Germain. C'est le sujet dont tout le monde parle. La dernière couverture de Valeurs Actuelles qui sort ce mercredi, le candidat Hanouna. Un dossier de 12 pages qui détaille en profondeur l'ambition de Cyril Hanouna pour 2027. Depuis le début de la semaine, les médias sont en boucle dessus et tous les politiques ont été interrogés sur le sujet. Il y a les sceptiques, sauf si des gens veulent qu'on construise des cours de padel dans les jardins de l'Élysée, puisque ça a l'air d'être la proposition de monsieur Hanouna. Moi, je n'y crois pas. Je pense que l'élection présidentielle est devenir un chemin de croix et un parcours du combattant. et ceux qui prennent la candidature au sérieux. Je dis que c'est tout à fait son droit, comme chaque Français a le droit d'être candidat à la présidentielle, sous certaines conditions, et je n'ai pas plus de commentaires à faire sur la question. Alors, est-ce que Hanouna bluffe vraiment? Est-ce qu'il a pranké tout le monde? En tout cas, il était très certainement obligé de démentir, car Hanouna a des contrats télé, notamment avec la chaîne M6, qu'il rejoint en septembre. Quoi qu'il arrive, Valeurs Actuelles maintient toutes ces informations, et voici notre version de l'ambition de Cyril Hanouna, qui n'ira peut-être nulle part. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+, et je suis en compagnie d'Edouard Lavolée. Salut Antoine. Salut Edouard, c'est toi qui as écrit cet article. T'as découvert par hasard que Cyril Hanouna pense très sérieusement à l'élection présidentielle. Alors oui, t'as raison presque par hasard. En fait, pour vous raconter un peu la genèse du papier, à l'origine, je devais faire un article sur Cyril Hanouna pour plus de parler de son futur télévisuel après la fin de l'attribution de la fréquence de C8 décidée par l'Arcom et validée par le Conseil d'État. Et en grattant un peu l'écosystème, en explorant, en fouillant notamment dans l'entourage de Cyril Hanouna et chez Cyril Hanouna, je le raconterai sûrement après, j'ai pu voir que il n'y avait pas seulement une envie d'Élysée, mais un programme derrière, fouillé, détaillé, déjà chiffré, du moins partiellement, et que cette envie d'Élysée qui le titillait était finalement en train de le travailler beaucoup plus que le titiller. C'est-à-dire que, comme je le dis dans l'article, il rencontre une pelletée d'économistes, il rencontre beaucoup de ministres, on sait qu'il est très très proche de Bruno Retailleau, il est notamment allé à Beauvau en décembre pour le rencontrer, pour deviser de l'immigration, des OQTF, du rapport de la France et de la relation de la France avec l'Algérie. Il s'entend très bien aussi avec Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui allait quelquefois sur ses émissions. Et beaucoup de ministres, de conseillers que j'ai eus me disent que Cyril Hanouna est un capteur, un thermomètre des Français, et qu'il ressent à la fois leurs occupations, leurs préoccupations et leurs exaspérations. Et tout ça a fait que ça m'a conforté de m'intéresser au personnage Hanouna, de ce qu'il représente aujourd'hui dans le paysage politique. Et j'ai pu le rencontrer il y a quelques semaines, et il m'a confirmé en creux qu'il y pensait fortement à l'Élysée, et en me détaillant pendant 1 heure, 1 heure et demie, un programme avec des points, que ce soit au niveau économique, social, régalien, écologie. Et aujourd'hui, j'ai pu dresser une feuille de route Hanouna pour 2027. D'après toi, ça vient d'où? Depuis quand est-ce qu'il nourrit ça? Est-ce que c'est la fermeture de C8 ou il a ça en tête depuis longtemps? Non, alors, en fait, son épiphanie politique, ça vient de la période des Gilets jaunes, donc en 2018-2019. Ça a été un des premiers à leur donner la parole, assez silencieux, à une jacquerie, à une fronde aujourd'hui, une fronde qui, à l'époque, on avait du mal à caractériser. Au début, elle était vue comme une fronde de militants d'extrême droite, notamment par la France Insoumise. Extrême gauche? Non, plutôt au tout début, ouais. Pendant les 2-3 premières semaines, la France Insoumise disait que c'était des militants d'extrême droite. Puis après, on a vu que c'était beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus hétéroclite. Et finalement, la France, dans sa globalité, a soutenu ce mouvement. Et Cyril Hanouna était un des premiers au niveau médiatique à les prendre au sérieux, à les accueillir notamment à la sortie du studio. On se souvient de ces séquences où des gilets jaunes manifestaient devant le studio à Boulogne et à Cyril Hanouna les a invités à venir dans l'émission, à participer. Il a fait carrément des émissions spéciales là-dessus où il parlait et il devisait avec eux pendant 2h30, 3h. Et c'est là-dessus que Cyril Hanouna s'est rendu compte qu'il y avait une France presque parallèle, en tout cas silencieuse, qu'on n'entendait pas et qui avait du mal à finir les fins de mois. Pour qui 20, 30 ou 40 euros à la fin du mois, ça changeait tout. Qui pouvait pas partir en vacances, ou qui partait seulement en vacances 1 semaine en France. Et c'est cette France-là à qui il veut donner la parole, qui veut représenter cette France des bouchers, des artisans, du terroir, qui vit toujours dans une misère, malgré le fait qu'elle se lève à 7h du matin et rentre à 20h chez soi pour travailler. Et il est convaincu qu'il a un espace? Parce que là, donc il a des ambitions, mais est-ce que, en plus, parce qu'il faut de la motivation pour pouvoir s'engager à ce point? Il est convaincu qu'il a un espace, parce qu'il est persuadé aussi que l'offre politique
sur le marché aujourd'hui ne remplit pas toutes les enfin ne garantit pas on va dire ne contente pas tous les électeurs. Après il braconnerait sûrement sur les terres du Rassemblement national avec un programme, on en reparlera, Alors on reviendra sur le sondage, ouais. Voilà, assez étoffé sur le plan social, sur le plan économique, avec une revalorisation du SMIC à 2200 ou 2300 euros, et aussi avec un programme très très ferme sur le régalien, notamment peut-être sa mesure phare, la création d'un Guantanamo à la française pour les 100 criminels les plus dangereux, qui serait situé soit en Outre-mer, soit en métropole. Et des mesures assez étonnantes, notamment l'indexation de la TVA sur le salaire, donc une mesure assez difficile à mettre en place. On imagine mal demander la fiche de paie d'un consommateur au moment de régler son addition. Et une mesure aussi, on va dire, forte, ça serait de mettre fin à la sécurité sociale pour les salaires supérieurs à plus de 2500 euros. Donc c'est un programme assez OVNI, comme je le dis dans mon article, OPNI, objet politique non identifié, assez iconoclaste, on a du mal à le situer. C'est novateur et ça apporte une touche singulière dans le paysage politique. Mais d'ailleurs, toi, tu as une formule, alors je sais pas si c'est d'Hanouna elle-même, tu vas nous dire, mais il est social mais pro-business, pro-tradition mais anti-passéisme, anti-immigration mais pas identitaire. C'est toi qui... C'est ta définition ? Non, c'est un conseiller très proche de Cyril Hanouna qui m'a décrit en fait les paradoxes qui traversaient ce candidat putatif, en tout cas Cyril Hanouna, le personnage. C'est-à-dire qu'il est... c'est un Français issu de l'immigration, tunisien, mais qui est aujourd'hui pour une immigration à zéro. Parce qu'il estime qu'on doit déjà donner du travail aux Français, entre guillemets, aux Français sur le territoire, et qu'on n'est pas en mesure de régler les potentiels problèmes créés par l'immigration. Moi, je lui ai demandé la question, par exemple, c'est vrai qu'il est très pro-tradition, mais pas passéiste, dans le sens où je lui ai demandé si, pour lui, dans les écoles, il fallait réciter la Marseillaise au début de chaque journée. Il m'a dit non, pas du tout, voilà, c'est un peu trop vieux jeu, un peu trop ringard, entre guillemets. Il n'est pas conservateur, en fait. Il est conservateur sur certains points, mais pas non plus... il est nostalgique, mais pas passéiste. C'est pas un ultra-conservateur, non, sur le plan de certains totems d'une certaine frange très, très conservatrice de la droite. Il a un programme résolument social où il veut aider les plus démunis, les plus précaires. Il estime, lui, ça le rend malade qu'il y ait des gens dans la rue. Il estime que tout Français doit avoir un abri décent, mais pro-business parce qu'il s'entend très bien avec les grands patrons, il est assez proche de Xavier Niel, Vincent Bolloré, il s'entend très bien avec Bernard Arnault aussi, et il voudrait les regrouper tous les mois autour d'une table ronde pour les inciter à investir notamment dans des projets philanthropiques. Par exemple, investir dans des rénovations de bâtiments pour accueillir des sans-abri, investir dans des projets immobiliers aussi pour accueillir des personnes qui n'auraient pas de logement. Et pour justifier cet élan-là, qui peut paraître un peu naïf pour le tout venant, lui rappelle l'exemple de Notre-Dame, où en quelques minutes, quelques heures, de nombreuses fortunes françaises avaient fait part de leurs dons de plusieurs centaines de millions d'euros pour rénover un joyau du patrimoine français. Pour lui, le joyau du patrimoine français, entre guillemets, c'est les Français. Il faut leur redonner la parole, il faut aussi leur redonner des conditions de vie décentes dans la France de 2025. Mais alors, dans son programme, parce que tu as parlé du SMIC, qui est à 2200 euros dans son programme, si je crois bien, parce qu'il passe tout du net de 2002 en brut, ou 2300 euros. Il passe du brut en net. Le brut passe au net, donc en gros, revalorisation de 15-20% de tous les salaires. Alors là, on peut dire que c'est très utopique, comment on va financer ça. Et voilà, la mesure qui contrebalancerait ça serait la fin de la sécurité sociale, donc qui rapporterait, alors ça c'est pas totalement chiffré, mais plusieurs dizaines de milliards. Une lutte assez acharnée contre la fraude sociale, donc entre 20 et 40 milliards, et aussi contre la fraude fiscale, donc entre 50 et 80 milliards. Donc tout ça packagé, entre guillemets, il estime que ça pourrait financer cette hausse de salaire et cette hausse de pouvoir d'achat pour les Français travailleurs, comme il les appelle. Donc derrière, il y a une cohérence, entre guillemets, derrière dans sa vision, un côté assez interventionniste. Il y a une cohérence qui fait que dans son programme, on peut retrouver du NFP. Exactement. Et comme on peut retrouver du Rassemblement National. Oui. Après, au niveau économique ou au niveau... si on fait un mix de tout, c'est-à-dire très fort sur régalien. C'est sa cohérence à lui. Il estime que on doit être intransigeant avec les Français qui fraudent, qui fautent, entre guillemets, qui font des erreurs, on doit les sanctionner de manière exemplaire. Par contre, les Français travailleurs qui se tuent à la tâche
doivent être récompensés de manière la plus juste possible. Et donc c'est pour ça qu'il a aussi la volonté d'un Guantanamo à la française, pour faire peur, pour finalement réduire la délinquance à zéro, parce qu'il estime que c'est beaucoup plus dissuasif qu'un retour à la peine de mort. Il est contre la peine de mort. Ce Guantanamo là, il le veut comme un enfer de métal de plusieurs centaines de mètres carrés, pour dire aujourd'hui l'État français doit de nouveau faire valoir sa puissance, son autorité face à on va dire des concitoyens qui le voient comme de plus en plus faible, quoi. Alors vraiment, tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à lire en entier le papier, parce que le programme est bien plus détaillé évidemment que ce qu'on est en train de faire là, mais quand on t'entend, on retrouve un peu du Donald Trump, un peu du Bukele pour les prisons Salvador, un peu de Milei bien sûr en Argentine. De qui est-ce qu'il s'inspire officiellement ? Trump, il s'inspire de son anti-wokisme résolu. Il est très content quand il démolit le wokisme à coups de batte. Cyril Hanouna estime que les manifestations pro-Gaza à Sciences Po notamment étaient une honte, que c'est un dévoiement de ce qui est supposé être une filière d'excellence à la française. Mais le reste, Milei, en fait, il s'inspire pas tellement de ça de Milei, à part le côté un peu transgressif. Parce qu'il veut pas supprimer de poste de fonctionnaire. Bah justement, en fait, c'est plutôt l'anti-Milei sur les services publics, sur la fonction publique. Il veut créer des postes de fonctionnaires, notamment dans l'éducation, les revaloriser, multiplier presque par 2 leur salaire, parce qu'il estime que c'est très dur de créer des vocations quand le salaire est si peu attractif, et rénover des casernes, des prisons, pareil, créer des postes de policiers, ça c'est pas encore chiffré. Donc finalement, là-dessus, c'est plutôt l'antithèse de Javier Milei ou d'Éric Ciotti. Ouais. Il veut quand même des investissements massifs dans la fonction publique, dans les services publics. Et Bukele, le Guantanamo française, oui, c'est typiquement du Bukele pur jus, où on se dit qu'avec des symboles forts, on peut comme ça restaurer l'autorité française, et on peut donner un signal clair aux délinquants. Aujourd'hui, fin de l'impunité, fin de l'excuse, toute puissante qui prospérait jusque-là. Donc en fait, il y a plusieurs sensibilités, et au niveau du profil plus, on va dire, du profil pur, il revendique aussi une filiation avec Coluche, qui était montée jusqu'à même, je crois, 18% dans les sondages en 81, et le fondateur du mouvement 5 étoiles en Italie, Beppe Grillo, qui pareil avait réussi à coups de médiatiques à imposer son mouvement dans le paysage médiatique italien au bout de quelques années. Il y a un autre grand axe dans son programme, c'est le passage à la 6ème République. Alors ça, c'est très Mélenchon compatible, mais c'est à la sauce Hanouna, donc c'est... oui, il en rigole en disant que c'est son seul point d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Il voudrait passer à la 6ème République parce qu'il veut une république beaucoup plus participative, organiser des référendums tous les mois, notamment de manière électronique, et aussi organiser des référendums, ce qu'il appelle CARL, c'est-à-dire constituant, abrogatif, révocatoire et législatif. Donc c'est-à-dire on pourrait à la fois modifier la Constitution, révoquer un élu, créer des lois ou modifier des lois. Donc en fait, ça serait une sorte de démocratie à l'extrême, donc on va dire il a une posture radicalement démocratique où le peuple serait consulté tout le temps. Donc ses détracteurs vont dire que voilà, c'est un peu la tyrannie des minorités. Si les gens, entre guillemets, si le peuple vote pour qu'il n'y ait plus d'impôts, il faudrait tester qu'il n'y ait plus d'impôts. Si Hanouna préfère faire confiance à ce qu'il m'a dit, à l'intelligence collective, notamment, et faire confiance au peuple, l'intelligence entre guillemets du peuple, pour qu'il n'y ait pas de dérive. Mais en tout cas, c'est le côté, le peuple aujourd'hui n'est pas du tout consulté, ou pas assez consulté, donc il faut lui redonner voix au chapitre, comme un peu ce qu'il avait fait avec les Gilets jaunes en 2018-2019, où d'un coup on se rendait compte qu'il y avait une France parallèle qui était réduite au silence pendant de nombreuses années. Il réduit le nombre de députés aussi. Alors oui, de 30%, parce qu'il estime que les députés ne sont pas assez utiles. Il a assez peu de considération pour les députés, il a beaucoup plus d'estime pour les maires. Ouais. Donc il estime que les maires, en fait lui d'ailleurs il veut être un maire de la France, il estime que les maires ont tout compris dans leur fonctionnement, dans leur proximité avec les Français, avec les électeurs, avec leurs concitoyens. Et il est d'ailleurs très ami avec Karim Ouamran, le maire de Saint-Ouen. Il estime il a tout compris à la laïcité, à l'insécurité, il est membre d'une gauche qui n'est pas dogmatique, il n'est pas sectaire, et qui ne s'est pas compromise dans l'islamo-gauchisme, dans le communautarisme. Finalement, une vraie gauche social-démocrate avec qui il peut discuter. Donc oui, il est très friand de cette figure de maire qui peut changer les choses, le quotidien des Français à l'échelle locale. Et lui, c'est vraiment son but, changer le quotidien des Français avec des mesures qui peuvent paraître cosmétiques, par exemple la rénovation de bâtiments pour les sans-abri, mais qui change vraiment le quotidien du tout venant et d'une
personne lambda qui va voir sa vie basculer. Alors, en plus du programme, on est bien obligé de parler du personnage, parce que c'est selon chacun le définit à sa manière, mais quand même très vulgaire, assez comique, etc. Bon, enfin, je crois que tout le monde le sait. Est-ce qu'il a conscience que son image peut freiner ? Alors, et comment y remédier sur quelle posture de président lui propose ? Il pense que son image fait aussi sa force, c'est-à-dire que il sait que c'est un candidat qui ressemblerait à aucun autre. On n'a pas du tout les exemples peut-être dans l'histoire d'un candidat aussi, outrancier, autant couleur, là, excentrique, extravagant. Après, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il aura le culot de venir avec une chemise bariolée dans un débat où il se polissera un peu. Je pense qu'il sera quand même forcément contraint de polisser son discours. Parfois, on l'a vu que c'est vrai que déraper, notamment avec des chroniqueurs, flirter avec l'autoritarisme, c'est vrai. Là-dessus, on n'a pas trop discuté de cette condition-là, de cet aspect-là, parce que tout simplement, peut-être que lui estime que c'est prématuré pour l'instant, mais il estime que c'est pas un frein, qu'il est assez bien conseillé pour changer cet aspect-là. C'est aussi ce qu'il a fait connaître, hein. C'est aussi Hanouna, c'est le saltimbanque, c'est l'homme des facéties, parfois excessives, parfois un peu jusqu'au boutiste. Là-dessus, voilà, faut un arbitrage entre ce qui va choquer les Français, ce qui va être rédhibitoire pour les Français, et là où il risque de tellement s'édulcorer qu'on va pas le reconnaître, devenir un personnage trop fade pour finalement séduire les Français. Si ça devient un personnage qui affadi par une sorte de conformisme, d'uniformité, finalement, il perdra tout son sel et tout son attrait auprès de l'électeur lambda. Et puis de toute façon, lui, il a en tête une position du président de la République qui est pas le petit père du peuple, qui est pas le roi. Lui, c'est un grand manager, en fait. Oui, à la fois manager et maire de la France, grand chef d'entreprise et maire de la France, et intermédiaire entre le pouvoir et le peuple. C'est-à-dire qu'il organiserait peut-être des débats toutes les semaines télévisés, où il donnerait la parole aux Français. Qu'est-ce que vous voulez cette semaine ? Quel est le sujet que vous voulez traiter dans la société, dans l'actualité ? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ? Il n'est pas du tout... C'est pour ça qu'il dit qu'il renoncerait à son salaire. Bon, il a une fortune aussi qui lui permet de voir l'avenir sereinement, mais c'est aussi parce que lui, il veut jeter aux oubliettes tous les vestiges de la monarchie française. Il veut jeter peut-être aux oubliettes on va dire les privilèges accordés au président, aux ministres, et il veut aussi regrouper tous les ministères en un super ministère, excepté Matignon et Bercy, qui seraient exemptés, pour faire des économies budgétaires qui seraient chiffrées à plusieurs millions d'euros, parce qu'il estime qu'il voit la France comme une entreprise, et dans une entreprise, les postes ne sont pas disséminés un peu partout dans Paris. Donc là-dessus, il a une vision assez entrepreneuriale de la fonction présidentielle, en disant « je veux avoir mes équipes au même endroit pour pouvoir leur parler, leur manager, leur dire leur donner des directives, leur donner un cap pour la France, leur dire ce qu'il faut faire pour la France. » Et donc, c'est un personnage assez paradoxal, assez hétéroclite sur bien d'aspects, sur beaucoup de facettes. C'est pour ça que son programme est aussi très déroutant sur le fond et sur la forme, c'est qu'on sait pas trop le classer. C'est un personnage inclassable. Et donc justement, comment est-ce que ce programme a pu naître ? Qui sont les personnes autour, qui sont ceux qui l'ont conseillé ? Il a des conseillers, il y a des conseillers de l'ombre, comme je l'ai dit, il rencontre beaucoup d'économistes. Là, il a pas voulu me révéler leur identité pour pas, comme je paraphrase, pour pas les mettre dans la sauce. Il n'a pas envie de les trahir et de les mettre en porte-à-faux. Après, on sait qu'il y a une personnalité notamment qui lui... c'est influente, c'est Thomas Guénolé, qui lui, ancien membre de la France Insoumise, qui est assez à gauche, ancré, qui a une fibre sociale, mais avec qui il n'est pas du tout en accord sur les sujets, sur les aspects sécuritaires. Sur les aspects régaliens, Guénolé estime que Cyril Hanouna va trop loin. Donc en fait, sur le programme social-économique, il y a peut-être un peu de Guénolé et d'autres influences que je ne peux pas citer, et sur le programme sécuritaire, notamment peut-être aussi l'influence d'un Bruno Retailleau ou d'un Gérald Darmanin. Dans les discussions, on sait que ça infuse, parfois c'est fructueux entre guillemets, et tout ça, il assume de s'inspirer de la feuille de route carcérale de Gérald Darmanin. Donc en fait, c'est une somme d'influence. Le but de Cyril Hanouna, c'est de pas être prisonnier d'une chapelle idéologique, d'un parti, c'est de dire, moi je pense ça sur tel sujet, même si c'est à gauche, même si c'est à droite, je le pense. Ça peut choquer, mais je vais aller au bout de mon idée, je vais pas trahir mes idéaux, mes convictions, juste pour faire plaisir aux commentateurs politiques lambda. Donc là-dessus, on peut comprendre le personnage politique de Cyril Hanouna à l'aune de ses influences. Et alors, en intention de vote, qu'est-ce que ça donne Alors, en intention de vote, offre alors, il a un potentiel électoral estimé à 10%, donc ce qui est
ce qui est moyen, ce qui est pas non plus, voilà, pas exceptionnel, mais il a un socle, 3% des personnes interrogées seraient certaines de voter pour lui, et 7% jugent probable qu'elles votent pour lui. Donc on peut estimer qu'il a un socle assez sûr à 4-5%. Après, évidemment, c'est un socle qu'il aura vocation à élargir dans les prochains mois, ou dans les prochaines semaines, s'il se présentait, en braconnant notamment sur les terres du Rassemblement national. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit qu'il y a quand même des similitudes sur le programme économique et sur le programme régalien. Et il compte aussi sur sa notoriété, parce que dans le sondage que nous réalisons, c'est la personnalité politique, la personnalité médiatique la plus connue, avec 97% de notoriété, ce qui est énorme. Il est au-dessus de Michel Onfray, au-dessus d'Éric Zemmour, au-dessus d'un Pierre de Villiers. Il compte aussi là-dessus sur son côté notoriété pour convaincre les gens en se disant lui il m'a parlé à tel moment, il a de nouveau un discours qui me convainc. Donc pour l'instant les sondages sont, on est à 2 ans de l'élection présidentielle, donc ça reste très prématuré, sont pas forcément éloquents, exceptionnels, mais ils sont pas non plus décourageants pour lui. On a connu des personnalités politiques hors les murs avec des moins bons sondages, d'autres avec des meilleurs. Donc c'est pas ça qui va l'arrêter. Peut-être parce qu'on est 2 ans avant la campagne, qui c'est encore un peu tôt, peut-être Exactement, pour les gens de se décider. C'est un peu prématuré, les gens pensent pas forcément à ça. Il y a une conjoncture internationale qui est assez glaçante, assez préoccupante, assez inquiétante. Donc en fait, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que je pense que le temps de 2027 n'est pas encore venu pour la majorité des Français, et que et même il n'a pas encore totalement formé ses équipes. Voilà, la campagne est évidemment loin d'avoir commencé, donc et en plus il est beaucoup trop identifié trublion médiatique pour l'heure. C'est-à-dire qu'il sort encore de 12 ans ou 13 ans de TPMP sur C8, D8 puis C8. Donc là-dessus, il y a encore les images sont encore brouillées, le temps de se faire une stature présidentielle, le temps de rentrer dans un nouveau costume. Voilà, ça peut être très long. Donc voilà, c'est un sondage, mais c'est très intéressant d'avoir un thermomètre à l'instant T du personnage, savoir ce qui se présente. Là où il braconne entre de 20 à 25% des voix chez Zemmour et Le Pen. Pas mal chez LFI aussi, 11%. Évidemment, il y a des partis où il est très mauvais, où il ne prend aucune voix. Ouais. Parti socialiste, Attal, où il prend 1 ou 2%, mais c'est pas cet électorat-là qu'il va chercher. Il va aller chercher un électorat beaucoup plus France périphérique, petit blanc déclassé, ou France des banlieues. Et donc là-dessus, c'est pour ça que la sociologie de Cyril Hanouna est typiquement celle de LFI et du RN, dans une moindre mesure aussi de celle d'Éric Zemmour. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un petit bémol aussi que j'ai mis dans l'article, c'est que Christophe Barbier, qui a écrit un livre avec lui en 2021, ce que les Français m'ont dit, estime lui que Cyril Hanouna est un phénomène sociologique, mais pas politique. Il met en avant notamment leur livre écrit ensemble il y a 4-5 ans, qui n'avait pas fait beaucoup de ventes, 3-4 000 ventes à peu près, si je dis pas de bêtises. Et Le Brochet, l'éditeur, avait organisé un tour de France des supermarchés qu'ils avaient été contraints d'annuler au dernier moment, faute de vente. Personne n'était nu. Non, oui, exactement. Même vu que les ventes n'étaient pas assez bonnes, ils se sont dit on va pas le faire parce que on le sent pas, on sent que ça va être un flop, et autant ne pas cacher l'image de Cyril. Donc en fait, c'est très dur là où réside le défi de Cyril Hanouna, c'est de convertir un engouement populaire, médiatique, en un engouement électoral. Là, il avait échoué à le convertir en engouement littéraire. Là, la question qui va se poser, c'est réussira-t-il à le convertir en engouement électoral et politique. Et là, tu penses qu'il a déjà un calendrier sur les prochains mois, les prochaines années? Il sait ce qu'il a en tête pour, 2026 ou la fin de l'année 2025? Je pense qu'il sait beaucoup plus ce qu'il a en tête qu'on ne le croit, parce qu'il est vu un peu comme un personnage trublion, donc qui a une vue à court terme, mais en fait, c'est quand même un chef d'entreprise, c'est un homme qui a réussi dans le paysage audiovisuel. Et donc oui, je pense qu'il sait très bien à moyen terme, voire à long terme, ce qu'il va faire. Après, la question, c'est qu'il est censé aller sur M6 en septembre. Est-ce que M6 va lui demander de clarifier sa position? Parce que ça m'étonnerait qu'ils acceptent d'avoir un potentiel homme politique animer une émission sur leur chaîne tous les soirs. Là-dessus, ça va se poser forcément une question cruciale pour lui. Le temps des choix devrait s'offrir à lui. Est-ce qu'on décompte son temps de parole? Oui, est-ce qu'on décompte son temps de parole ou pas? Après, je sais pas si c'est en temps de campagne. Oui. Mais oui, mais même sur le fond, je pense qu'il y aura une levée de bouclier de la société de journalistes de M6 s'ils apprenaient que sa candidature était bel et bien confirmée dès les prochaines semaines ou dès les prochains jours. Donc bon, c'est un homme de défi. Si je devais donner mon avis personnel, je pense qu'il va y aller parce qu'il regrettait de ne pas y être allé. Je pense qu'en 2032, il n'irait pas. Il
peut-être qu'il sera moins dans le coup aussi, médiatiquement. Donc voilà, si je devais parier aujourd'hui, je parierais qu'il ira à la prochaine. Parce que déjà, il est quand même bien engagé. Pour Oui, aller c'est en déjà bien 2027. engagé. Voilà, on voit qu'il est déjà bien engagé pour 2027. On sent que ça le déplaît pas, le fait que la rumeur court. Voilà, il aime bien humer ce parfum du pouvoir. Et comme je disais, c'est programme établi déjà, des bonnes ébauches, des équipes aussi assez fournies, il rencontre beaucoup d'économistes, un beau réseau. Donc tout ça fait qu'on peut penser crédiblement qu'il va se présenter en 2027. Bon, bah, merci beaucoup, Edouard. Merci à toi. Je vous rappelle que le numéro est en kiosque ce mercredi. Dites-nous en commentaire si vous êtes sceptique. On l'est tous, je pense, par définition sceptique. Mais si vous trouvez ça ridicule ou si, au contraire, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans cette nouvelle offre. Voilà, abonnez-vous et à bientôt.